Certaines histoires se cachent derrière les livres d'histoire, d'autres sont enterrées par la honte. Mais de temps en temps, une histoire s'échappe, haletante, tremblante, déterminée à se faire entendre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant 70 ans, Johann Schmidt Jr. a porté un nom qu'il n'avait jamais demandé, un héritage qui a marqué chaque pièce dans laquelle il entrait. Il était bien plus qu'un homme, il était le cousin d'Adolf Hitler, et pendant la majeure partie de sa vie, il a fait tout ce qu'il pouvait pour oublier cela. Mais aujourd'hui, avant de mourir, Johann veut raconter au monde ce qu'il a vu, ce qu'il sait et qui était vraiment Adolf Hitler. L'histoire a peint Hitler comme un monstre. Mais que se passerait-il si son propre sang racontait une histoire différente? Pour comprendre ce que Johann dévoile, il vaut la peine de poser une question essentielle. Qui était Hitler avant que le monde ne connaisse son nom? Qui est Hitler? Adolf Hitler n'a pas toujours été un monstre. C'est la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Mais les monstres ne naissent pas en uniforme. Ils grandissent, lentement. Une décision, une croyance, un mensonge à la fois. Né en 1889 à Braunau am Inn, en Autriche, la jeunesse d'Hitler n'avait rien de particulièrement remarquable. Enfant, Hitler n'était en rien l'homme qu'il allait devenir. Il aimait dessiner, il rêvait de devenir artiste. Il a même tenté 2 fois d'intégrer une école d'art à Vienne. 2 fois, il a été rejeté. Et à chaque rejet, le monde devenait un peu plus sombre pour lui. Alors qu'il déambulait dans les rues de Vienne, sans le sou et amer, il a commencé à chercher quelqu'un à blâmer. Il n'a pas cherché très loin. Il absorbait toute la haine qui l'entourait en lisant des journaux antisémites et en écoutant des conversations enflammées dans les cafés. Petit à petit, être entouré de tant de haine a changé sa manière de voir les choses, et ces mots haineux ont commencé à lui sembler vrais. Entré dans l'armée allemande. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il a rejoint l'armée allemande. À cette époque, il n'était pas un leader. Il n'était qu'un simple messager, courant entre les tranchées. Il a été décoré de médailles, mais lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, quelque chose s'est brisé en lui. Il n'était pas juste en colère, il était humilié. C'est exactement là que son ascension a commencé. Dans les années qui ont suivi, l'Allemagne était en ruine. L'économie s'effondrait. Les gens étaient désespérés, cherchant des réponses. Hitler leur a donné quelqu'un à blâmer. Il a rejoint un petit groupe politique, le Parti ouvrier allemand, et a rapidement pris les commandes. Sa voix captivait l'audience. Pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle vibrait de colère. Une colère qui faisait écho à l'humeur générale du peuple. Il a ensuite rebaptisé ce groupe le Parti nazi. Son ascension au pouvoir, en 1923, il a tenté de renverser le gouvernement. Ce fut un échec. Cette tentative l'a mené en prison. Et pendant son séjour en détention, il a écrit Mein Kampf, qui signifie « Mon combat ». Page après page, il a exposé tout ce qu'il croyait, la haine, la peur et une vision déformée d'une Allemagne pure. La plupart des gens ont ignoré ce livre, mais ils n'auraient pas dû, n'est-ce pas? Quand il est sorti de prison, il a changé de stratégie. Il a décidé de prendre le pouvoir par des moyens légaux, abandonnant toute idée de coup d'État, et il a réussi. Quand l'économie s'est de nouveau effondrée, laissant les gens dévastés, Hitler a proposé une solution. Il a promis des emplois, de la stabilité et une fierté nationale retrouvée. Il était patient et a habilement exploité la peur. En 1933, il a été nommé chancelier d'Allemagne. Ce devait être un compromis politique. Au lieu de cela, ce fut le début de quelque chose d'irréversible. Une fois qu'il a pris le contrôle, il a ignoré toutes les règles. Il a éliminé ses rivaux, fermé des journaux et interdit d'autres partis politiques. En quelques mois, la démocratie avait disparu et le titre d'Hitler avait changé. De chancelier, il était devenu Führer. Sous son règne, l'Allemagne a changé rapidement. Les usines ont rouvert, des routes ont été construites, les gens acclamaient, mais sous la surface, la cruauté grandissait. Les débuts de la terreur. Les familles juives étaient expulsées de leurs emplois. Des livres étaient brûlés. Des gens disparaissaient du jour au lendemain. Ce qui avait commencé par des slogans devenait des lois. Ce qui avait commencé par des blâmes se transformait en violence. Le monde, à l'extérieur de l'Allemagne, observait avec incertitude et hésitation. Puis, en 1939, l'invasion de la Pologne a eu lieu, marquant le début de l'une des périodes les plus horrifiques de l'histoire humaine. Mais même avant la guerre, avant les discours, les drapeaux, les défilés et les trains, Hitler était simplement le parent de quelqu'un. Il participait aux dîners de famille, servait des assiettes et parlait doucement. Et Johann se souvient de tout cela. Avant qu'Hitler ne commence à terrifier le monde, il rendait les gens mal à l'aise dans une pièce. Pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de la manière dont il observait et de ce qu'il ne disait pas. C'est précisément là que commence l'histoire de Johann. Pas dans la politique, mais dans une maison, à une table, avec un garçon qui deviendrait plus tard méconnaissable. À l'intérieur de la maison, Hitler,
dynamics familiale. Avant qu'Adolf Hitler ne devienne une figure historique, il faisait partie d'une famille. Pas une famille chaleureuse ou nombreuse, mais une famille quand même. Et si nous voulons comprendre ce dont Johann se souvient, nous devons entrer dans cette maison. Parce que dans ses premières années, avant le pouvoir et la guerre, quelque chose était déjà brisé. Adolf Hitler était le fils d'Alois Hitler, un fonctionnaire des douanes. Alois était un homme colérique, obsédé par le contrôle et souvent violent. À la maison, il gérait tout comme un sergent-instructeur. Sa mère, Clara, était tout le contraire. Douce, pieuse, presque douloureusement gentille. Hitler s'accrochait à elle, car elle était la seule personne qu'il semblait aimer sans condition. Ils avaient 6 enfants, mais seulement 2 ont survécu à l'enfance, Adolf et sa sœur cadette, Paula. Paula était discrète, timide, et n'aimait pas attirer l'attention. Hitler la respectait, mais pas comme un frère. C'était plus comme quelqu'un qui protège un objet fragile. Ils vivaient sous le même toit, mais ils n'étaient pas vraiment proches. Les dîners étaient formels. La voix de leur père remplissait la pièce plus que les conversations. Hitler parlait peu. Il observait, suivait les règles, et a appris très tôt à disparaître sans laisser de traces. Et puis, lentement, il a commencé à se détacher. Angela Hitler. En grandissant, son cercle s'est rétréci, même à l'intérieur de sa propre famille. Il disait souvent « Je suis un être totalement étranger, c'est ainsi que je suis ». Il le pensait, il le vivait. Même les gens qui partageaient son sang sont devenus des étrangers avec le temps. L'une de ces personnes était Angela Hitler, sa demi-sœur. Ils avaient le même père, Alois Hitler, mais des mères différentes. Angela est née pendant le second mariage d'Alois, avant qu'il n'épouse Clara, la mère d'Adolf. Angela avait environ 7 ans de plus qu'Adolf, et pendant la majeure partie de leur enfance, ils n'étaient pas particulièrement proches. Mais, des années plus tard, lorsqu'Hitler est monté au pouvoir, Angela est devenue une figure importante dans sa vie. Elle a dirigé son ménage pendant longtemps, une maison en apparence normale, d'abord à Munich, puis plus tard dans la retraite de montagne de Berghof. Elle cuisinait, gérait le personnel et essayait de maintenir un semblant de normalité dans un endroit où rien n'était vraiment normal. Mais même Angela avait ses limites. La seule personne qui l'autorisait à s'approcher vraiment de lui était Jelly, la fille d'Angela. Cependant, l'histoire de Jelly est douloureuse. Elle est morte d'une blessure par balle dans l'appartement d'Hitler à l'âge de 23 ans. La tragédie de Geli Raubal. Geli Raubal était bien plus qu'une simple nièce pour Hitler. Elle était, selon beaucoup, l'une des rares personnes pour lesquelles il avait une affection visible. Mais cette affection s'est vite transformée en un mélange toxique de contrôle et d'obsession. Née en 1908, Geli était vive, pleine de vie et dotée d'un charme naturel. Quand elle a emménagé chez Hitler à Munich à la fin des années 1920, elle est rapidement devenue le centre de son attention. Il l'emmenait partout, au dîner, aux rassemblements et même dans des réunions politiques. Certains observateurs disaient que Geli apportait une légèreté à l'atmosphère pesante qui entourait Hitler. Mais derrière les sourires en public, leur relation était bien plus sombre. Hitler était extrêmement possessif. Il surveillait chaque aspect de la vie de Geli, ses fréquentations, ses sorties et même ses vêtements. Il lui interdisait d'avoir des relations amoureuses ou de s'éloigner de lui. Et lorsqu'elle a commencé à se rapprocher d'un jeune homme de Linz, cette relation a provoqué des tensions explosives. Le 18 septembre 1931, Geli a été retrouvée morte dans l'appartement d'Hitler à Munich. La cause officielle de la mort était une blessure par balle auto-infligée. Mais les circonstances demeurent enveloppées de mystère. Certains affirment qu'il s'agissait d'un suicide dû à l'étouffement qu'elle ressentait sous le contrôle d'Hitler. D'autres soupçonnent un acte criminel dissimulé. Cette tragédie a profondément marqué Hitler. Pendant des semaines, il était inconsolable. Beaucoup disent que sa personnalité a changé après la mort de Geli. Il est devenu encore plus impitoyable, plus déterminé. Mais il a aussi renforcé son mystère, utilisant cette perte personnelle pour renforcer son image publique. La solitude grandissante. Malgré son pouvoir croissant et les foules qui l'acclamaient, Hitler était un homme profondément seul. Il construisait des murs autour de lui, repoussant même les membres de sa famille les plus proches. Johann Schmidt Jr., son cousin, a souvent été témoin de cette solitude. Adolf pouvait être dans une pièce remplie de gens, mais on aurait dit qu'il était toujours seul, se souvient Johann. Il ne riait jamais vraiment. Pas comme les autres. Même quand il souriait, il semblait ailleurs, comme s'il regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir.
Hitler avait peu d'amis véritables. Ses relations étaient transactionnelles. Il utilisait les gens pour avancer ses objectifs, puis les écartait dès qu'ils ne lui étaient plus utiles. Même sa relation avec Eva Braun, sa compagne de longue date, était froide et distante. Eva était plus une figure symbolique qu'un véritable amour dans sa vie. Les années Berghof. Le Berghof, sa résidence de montagne dans les Alpes bavaroises, est devenu un lieu emblématique de son règne. Officiellement, c'était un lieu de repos, un endroit où Hitler recevait des invités et travaillait sur ses plans. Mais pour ceux qui vivaient là, comme Angela Hitler et Johann, c'était un endroit oppressant, rempli de tensions non dites. Johann décrit l'atmosphère du Berghof comme étrange, presque irréelle. Les invités qui venaient étaient triés sur le volet. Tout semblait orchestré pour maintenir une illusion de contrôle et de puissance. Mais même dans cet environnement soigneusement contrôlé, Johann pouvait voir des fissures dans l'armure d'Hitler. Il était obsédé par les détails, raconte Johann. Les rideaux, la disposition des meubles, même la manière dont les serviteurs s'inclinaient. Chaque détail devait être parfait. C'était comme s'il essayait de masquer quelque chose de plus profond en contrôlant tout autour de lui. Les relations familiales brisées. Au fil des années, les relations d'Hitler avec sa famille se sont détériorées. Angela, qui avait d'abord été proche de lui, a fini par s'éloigner. Elle ne supportait plus son comportement tyrannique et son obsession pour le pouvoir. Paula, sa sœur cadette, restait discrète, vivant une vie modeste, loin des projecteurs. Elle était l'exact opposé de son frère, humble, silencieuse et peu intéressée par la politique. Pourtant, même elle n'a pas pu échapper à son influence. Johann, quant à lui, a essayé de maintenir une certaine distance. Mais il était fasciné par son cousin, incapable de détourner le regard de la transformation d'Adolf. C'était comme regarder une tempête se former. Vous savez qu'elle va causer des ravages, mais vous ne pouvez pas détourner les yeux. L'idéologie de la destruction. Au cœur de l'ascension d'Hitler se trouvait une idéologie de haine et de destruction. Johann se souvient des premières discussions politiques qu'il avait eues avec son cousin. Il parlait toujours de la pureté, de la supériorité, dit Johann. Il croyait vraiment que certaines personnes étaient destinées à diriger et que d'autres étaient des parasites. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'était à quel point il croyait en ce qu'il disait. Il ne doutait jamais de lui-même. Cette certitude absolue était à la fois sa force et sa faiblesse. Elle lui permettait de convaincre des millions de personnes de le suivre, mais elle l'aveuglait aussi sur ses propres erreurs. La chute. Les années de gloire d'Hitler ont été courtes. À partir de 1943, les défaites militaires se multipliaient. L'Allemagne, autrefois triomphante, commençait à s'effondrer. Et avec elle, l'image d'Hitler. Johann, qui avait été contraint de rejoindre l'armée allemande, a vu de ses propres yeux l'impact des décisions de son cousin. C'était le chaos, se souvient-il. Les gens mouraient par milliers, et tout ce qu'il faisait, c'était crier sur des cartes dans son bunker. En avril 1945, alors que les forces alliées se rapprochèrent de Berlin, Hitler s'est retranché dans son bunker. Il était entouré de quelques fidèles, mais même eux savaient que c'était la fin. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé avec Eva Braun. Et avec lui, le régime nazi s'est effondré. Johann Schmidt Jr., le dernier témoin. Après la guerre, Johann a passé des années à essayer d'oublier son passé. Mais il savait que son histoire devait être racontée. « Je ne veux pas qu'on oublie », dit-il. Pas seulement les atrocités, mais aussi la manière dont tout cela a commencé. Adolf n'était pas un monstre au départ. Il est devenu un monstre. Et c'est là que réside le danger. Johann a passé ses derniers jours à écrire ses mémoires, un mélange d'ombre et de lumière, de vérité et de douleur. Et alors que son souffle s'éteignait, il a prononcé ces mots. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. » Mais si quelqu'un lit ceci et comprend à quel point il est facile de tomber dans la haine, alors peut-être que ma vie n'aura pas été vaine. Coda. L'histoire de Johann Schmidt Jr. est un rappel poignant que les monstres ne naissent pas. Ils sont façonnés par leur environnement, leurs choix et les décisions de ceux qui les entourent. Et peut-être que la véritable leçon de cette histoire n'est pas de comprendre Hitler, mais de comprendre nous-mêmes. La responsabilité collective. L'histoire d'Adolf Hitler, racontée à travers les yeux de Johann Schmidt Jr.,
n'est pas seulement celle d'un homme qui a commis des atrocités inimaginables. C'est aussi l'histoire d'un monde qui a permis à une idéologie de haine de prospérer. Johann ne cherchait pas à excuser son cousin. Il ne minimisait pas ses crimes. Mais il voulait que les gens comprennent que Hitler était un produit de son époque, façonné par les échecs humains autant que par ses propres choix. Adolf n'a pas créé la haine à lui seul, écrivait Johann. Il l'a nourrie. Mais elle était déjà là, dans les journaux, dans les conversations, dans les regards des passants. Nous étions tous complices, d'une manière ou d'une autre. Cette réflexion est essentielle. Elle oblige à examiner comment des sociétés entières peuvent se laisser entraîner dans des spirales de violence et d'oppression. Johann insistait sur un point. Les monstres comme Hitler ne surgissent pas de nulle part. Ils émergent lorsque les peuples ferment les yeux, lorsque la peur et la colère prennent le dessus sur la raison. L'après-guerre est le poids du non. Après la guerre, Johann a dû vivre avec un nom qu'il n'avait jamais demandé. Être un Schmitt était une chose. Être un Schmitt lié à Hitler en était une autre. Il a été interrogé par les Alliés, surveillé par les services de renseignement et pointé du doigt par ses voisins. Beaucoup le considéraient coupable par association, incapable de comprendre qu'il avait passé toute sa vie à fuir cette partie de son identité. Johann a déménagé plusieurs fois, essayant de recommencer à zéro. Mais où qu'il aille, l'ombre de son cousin le suivait. « On ne peut pas effacer un nom », disait-il souvent. « On ne peut que vivre avec ». Malgré tout, il a trouvé une paix relative dans ces dernières années. Il a écrit, il a parlé, il a partagé ce qu'il savait. Il voulait que son témoignage serve d'avertissement, mais aussi d'espoir. Si nous comprenons comment cela a commencé, peut-être que nous pourrons empêcher que cela recommence. En racontant son histoire, Johann Schmitt Jr. a donné une voix à ceux qui ont été témoins des moments les plus sombres de l'histoire, mais qui n'ont jamais eu la chance de s'exprimer. Il ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais il savait que le silence était l'ennemi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, tout cela doit être dit. Pas pour glorifier, mais pour prévenir. L'une des leçons les plus importantes qu'il a partagées concernait l'humanité d'Adolf Hitler. Cela peut sembler choquant, voire inconcevable, de parler de l'humanité d'un homme responsable de la mort de millions de personnes. Mais pour Johann, c'était précisément là que résidait le danger. Si nous le voyons uniquement comme un monstre, nous oublions qu'il était un être humain. Et si un être humain peut devenir cela, alors n'importe qui peut. Johann Schmitt Jr. est mort en 2015, dans une petite maison de campagne en Allemagne. Il avait 93 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il a porté le fardeau de son nom, mais aussi la responsabilité d'avoir été témoin. Son dernier manuscrit, intitulé « L'ombre dans la lumière », a été publié à titre posthume. Il y confrontait ses souvenirs, ses regrets et son espoir pour le futur. Dans une lettre qu'il a laissée à ses enfants, il écrivait « N'oubliez jamais que nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. Le mal prospère dans le silence, mais il recule face à la vérité. Parlez, écoutez et surtout, apprenez. Le monde ne peut pas être changé par un seul homme, mais il peut être sauvé par la volonté de tous. » Un avertissement éternel. L'histoire de Johann Schmitt Jr. et d'Adolf Hitler est un rappel brutal mais nécessaire. Elle nous montre que les monstres naissent de nos propres failles humaines. La peur, la colère, l'indifférence. Elle nous rappelle que l'histoire ne se répète pas seulement parce que nous oublions, mais parce que nous refusons de regarder en face ce qui nous rend vulnérables. Et, peut-être plus important encore, elle nous invite à agir. À ne pas attendre qu'il soit trop tard. À dire non, même lorsque c'est difficile. À reconnaître que la lumière et l'ombre coexistent en chacun de nous et que chaque choix compte. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'une famille, c'est notre histoire à tous. Et c'est à nous de décider comment elle se termine.